Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être présents ce soir pour accueillir un auteur que je ne vous présente plus, j'imagine. Il écrit La délicatesse, ça devrait déjà tout expliquer, ça a été adapté au cinéma en 2011, il a écrit Le potentiel érotique de ma femme, Les nonnes, Nos séparations, enfin tout plein de livres que vous avez lus qui font partie de vos classiques et que vous aimez lire. Merci à l'auteur. C'est pas sûr, non ? Je pense que ce sont là quand même un peu. Alors s'il est avec nous ce soir, c'est pour présenter son dernier livre qui s'appelle Je vais mieux, publié aux éditions Gallimard. Bonjour, bonsoir. Alors, on parle d'un livre qui s'appelle Je vais mieux. Vous le savez sans doute, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a énormément de problèmes de dos. Il a une souffrance juste atroce qui le met proche de la folie, je pense qu'on peut le dire. Et donc il va essayer de dénouer tous les problèmes qui se posent dans sa vie. Il va d'abord aller chez le médecin, puis chez le psy, enfin bref, il va voir plein de gens. Et on a vraiment l'impression qu'on est comme dans une enquête policière. Il y a plein de fausses pistes, il va voir plein de gens qui en vérité ne peuvent pas vraiment répondre à ses problèmes. Et... Voilà, merci. Non, je vous en prie. Mais parce que peut-être que vous... Ah oui, vous n'êtes pas là pour la rencontre, alors vous étiez en train de prendre un café tranquillement et on vous ennuie. Ah non, mais on vous en prie, mais alors vous allez faire comment? On va se regarder. Bah oui, parce que je peux pas... Ou alors vous parliez de quoi? On parlait de littérature, non mais on peut... Mais ça tombe bien en fait. Ah oui, ça arrive parfois que oui, on est désolé. En fait, tout le monde vous regarde, regardez, tout le monde s'est positionné face à vous. Commençons. Ça va, chef? Alors, vous attend. Mais vous pouvez commencer sans moi ici. On est d'accord. On va commencer. Donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment lire un peu votre roman, qui est un véritable roman, un peu aussi comme une histoire policière, ou comme une histoire d'enquête, où finalement il s'agit un peu de démasquer le coupable? Qui a causé ce mal Oui, de c'est dos? pas mal. Bonsoir. C'est vrai que parfois, pour m'amuser, j'ai dit que c'était un polar du dos. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas un thriller non plus, c'est pas palpitant. Il n'y a pas non plus... Enfin, j'espère qu'on a envie de lire la suite. Voilà, je fais assez attention à ça, à ce qu'on prenne du plaisir et qu'on a envie de... Mais c'est vrai qu'au cœur de cette idée... Alors, c'est pas tout à fait un jeune homme. Il a une quarantaine d'années, mais pour vous, peut-être c'est un jeune homme. Et ça me fait plaisir. Et donc voilà, sa vie va être bouleversée subitement par cette douleur, par ce mal de dos. Et c'est vrai qu'il va chercher dans sa propre vie la raison de ce mal de dos, parce que c'est vrai que c'est une possibilité que cette douleur-là soit la somme de frustration, de non-dit, une sorte de somatisation de tout ce qu'il aurait pu rater aussi dans sa vie. Donc il va mener une enquête. Donc c'est vrai, c'est un peu comme un il va enquêter dans toutes les sphères de sa vie. J'aime bien l'idée que voilà, il va d'abord évacuer la possibilité d'avoir quelque chose de grave, d'avoir quelque chose de médical, mais si ce n'est pas de cet ordre-là, c'est vrai qu'il va chercher dans sa vie la raison de son mal, donc il va chercher dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans son rapport à ses enfants, à ses parents. Et c'est vrai que j'ai un peu traité comme une enquête. Bon, alors le coupable idéal, le premier coupable, c'est la vie professionnelle. Ça c'est certain, il a beaucoup de stress dans sa vie professionnelle. Oui, vous dites ça, on sent que ça vous parle. je n'osais absolument pas Il est là, chef. m'atteler là-dessus, mais justement... Non, ma vie professionnelle est formidable. On est filmé là. Ma vie professionnelle est absolument fantastique. Je tiens à ce que ce soit souligné. Oui, parce que justement, d'emblée, les médecins lui disent « Ah oui, le mal de dos, c'est le mal du siècle ». Mais en fait, j'ai l'impression que... Alors ça, c'est vrai qu'on dit... Le livre est sorti il y a 1 mois et demi, et j'entends souvent cette expression, et j'ai jamais réagi. Mais j'ai envie de réagir maintenant. Allez-y. Mais je ne sais pas que dire, mais c'est vrai qu'on dit souvent le mal du siècle, pour le mal de dos. C'est vrai que dans tous les articles, il y a... je ne sais pas d'où ça vient, moi quand je l'écris, je me dis pas tiens, je vais faire un livre sur le mal du siècle. Mais je suis assez surpris, dans beaucoup d'articles, oui, on parle, le mal de dos, c'est considéré comme le mal du siècle. En tout cas, on est dans une époque où, à l'évidence, la somatisation, les maladies psychosomatiques, les angoisses liées à nos propres névroses sont soulignées et sont sûrement de plus grande fréquence qu'auparavant. Mais moi, ce qui me semblait un peu, c'est que finalement, ce mal de dos,
c'est un peu que la manifestation d'un mal plus profond qui est multiple en fait. Donc vous disiez, son rapport avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, mais surtout avec la vie professionnelle. Et du coup, ça m'a rappelé une magnifique interview que j'avais vue sur la RTBF, on n'a pas parlé d'eux, qui expliquait que 60% des salariés sont stressés au boulot et que du coup ça crée des dépressions. Est-ce que c'est pas plutôt ça le véritable mal du siècle? En Belgique. D'accord. Dans la dépression, je sais pas. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est d'abord, je crois que ça peut être bien à un moment donné, voilà, d'ouvrir les yeux sur sa vie et de faire une sorte de bilan. Et c'est pas quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui vivait d'une manière un peu tranquille, qui avait l'impression finalement d'être assez épanoui, et ce mal de dos va le pousser à se remettre en question. Ce qui m'intéressait, c'est la manifestation du corps. Je me suis rendu compte à la fin du livre, de l'écriture du livre, du lien finalement qu'il y avait avec la délicatesse, où c'était une femme qui, après s'être enfermée pendant des années, par pulsion de son corps, par pulsion incompréhensible de son corps, embrassait le premier homme venu. Et il y a un peu de ça aussi dans ce livre, l'idée qu'on est en soumission permanente voilà, à la dictature de notre corps. Et c'est aussi important voilà, qu'à ce moment-là de sa vie, son corps finalement crie et réagit. Et ça, je pense que c'est pas une question d'époque, c'est pas une question de mode. Et, vous m'avez dit que c'était très... c'est un peu Avatar, en fait. C'est un film d'horreur, c'est un polar avec des films. Oui, non, c'est vrai? Oui. D'accord. Il y a un autre... Enfin, puisqu'on parlait de polar du dos, on va parler de grand coupable, parce que d'un côté, il y a cette vie professionnelle hyper stressante, mais de l'autre côté, il y a une espèce d'autre grand méchant qui est aussi la routine. Et aussi toutes ces espèces de petits mensonges dans lesquels on se complaît pour finalement ne pas avoir à changer son quotidien qui, croit-on, est bien confortable et finalement pas tant que ça. C'est très juste. Je trouve que c'est vrai que voilà, il va faire une liste de tout finalement, de tout ce qui ne va pas. Donc il va être un peu obligé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la première étape où il va tout faire pour aller mieux. Il va passer voilà, il va d'abord se rassurer d'un point de vue médical. J'avais vraiment envie de raconter ça aussi. L'angoisse d'être malade, la succession des rendez-vous médicaux. On en parlera peut-être après. Et dans un deuxième temps, donc comme il va mener une enquête dans sa vie, il va se rendre compte de tous les ratages, de toutes les frustrations, de tous les non-dits. Et c'est vrai qu'on accumule beaucoup. Et c'est pas qu'est-ce que vous avez dit, c'était très juste. Tous ces petits mensonges dans lesquels oui, on voilà. se plaît. Et exactement. En tout cas, c'est une façon de vivre d'une manière étroite, de vivre sa vie comme si on marchait sur des patins. Il y a une façon de pas trop ébruiter finalement les angoisses de notre vie pour presque les contenir. Et cette douleur-là va le pousser enfin à réagir. Et ça va faire du bien. Il va faire parfois n'importe quoi. Il va réagir dans sa vie professionnelle. Il va estimer aussi, par exemple, que si il a ce mal de dos, c'est qu'il a retenu trop de choses en lui. Donc subitement, dans une explosion totale de désir de vérité, il va dire les vérités qu'il avait retenues en lui. Il va aller voir ses parents, il va leur dire tout ce qu'il a retenu depuis toujours. C'est pas non plus une bonne solution, ça. Je pense que la vérité peut être une impasse aussi. Enfin, c'est ce qu'on voit dans le livre. Finalement, ça crée encore plus de... Et à un moment donné, d'ailleurs, dans le livre, il va faire la liste de tout ce qu'il a, voilà, de toutes ses frustrations, la liste de tout ce qu'il a pu rater. Donc évidemment, dans l'enquête, il y a des choses majeures, la vie professionnelle, la vie amoureuse, mais il va aussi s'interroger sur les choses minimes. Et par exemple, dans la liste de tout ce qu'il a pu, il a 45 ans à peu près, il va lister tout ce qu'il a pu... tout ce qui lui laisse un goût finalement de ratage. Il va remonter au CE2 quand il avait 8 ans et que Sophie Castelot ne l'avait pas invité à son anniversaire. Et il se dit que peut-être que s'il a mal au dos, c'est à cause d'elle. C'est à cause de son premier amour raté ou le fait qu'elle ne l'ait pas invité à son anniversaire. J'aime bien voilà, cette idée que quand on devient un peu fou dans la recherche de notre résolution, on peut chercher vraiment dans l'irrationnel plein de petites pistes. Alors il va la retrouver, et entre-temps, Sophie Castelot, la dernière fois qu'il l'avait vue, elle avait 8 ans, elle est devenue sexologue, et ils vont dîner ensemble, et
Oui, on ne sait jamais, tout n'est pas écrit dans les livres. Et puis, au bout de quelques minutes, elle va lui dire ça tombe bien qu'on se soit retrouvés parce que je voulais t'inviter à mon anniversaire, c'est samedi soir. Comme une boucle un peu. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que tous les petits mensonges, tout ce qui ça peut être extrêmement profond par moment, c'est-à-dire dénouer les choses les plus importantes de nos vies, comme le rapport à nos parents, ou être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent dans notre vie affective, et aussi passer par des choses plus futiles. On ne sait pas où est la vérité. Parfois, c'est la légèreté, c'est un rien qui va nous débloquer. Et c'est pas les grands drames qu'on a pu vivre dans notre vie. Une chose qui m'a frappée, peut-être par homonymie, mais je trouve que le titre est très bon, mais je me demandais si on n'aurait pas pu l'appeler la politesse. Parce que finalement, un des grands problèmes du personnage, j'ai l'impression, c'est que, un peu parce qu'il veut se faire discret et qu'il veut pas trop d'ennuis, il dit pas tout plein de choses, mais aussi parce qu'il est hyper poli en fait. Et donc, j'ai l'impression que c'est l'un de ses gros défauts, mine de rien, et que ça reste pas un... Ah oui, non, mais c'est vrai, la prochaine fois, je vous appelle pour mon prochain titre, mais ça sera un très bon titre. Mais alors, le problème, c'est que j'ai écrit la délicatesse. Alors, ça ferait la délicatesse, après la politesse, après la tendresse, la maladresse. Mais j'adore, moi, en plus, c'est marrant parce que vous employez ce mot, c'est vraiment quelque chose qui me touche. La délicatesse, c'était l'éloge de la gentillesse aussi. Et il y a une scène dans le film où Marcus, le Suédois, il fait preuve de tellement de bienveillance, et à un moment donné, Charles le patron dit, et en plus il est poli. Oui. Et il y a quelque chose qui le rend fou parce que la politesse, finalement, ça peut créer. Oui, voilà, et moi j'adore. Il a une forme de politesse, il a une forme de pudeur, il a une forme de délicatesse. C'est vrai que si ça s'appelle Je vais mieux, c'est aussi parce que ce personnage, il est plié en deux pendant la moitié du livre. Et donc, à chaque fois que sa femme lui demande comment va-t-il, il répond toujours « je vais mieux ». Il a une forme d'élégance. Et j'aime bien ça. On est tellement, épuisé par les problèmes des autres en permanence, et ceux qui s'excitent comme ça sur nos oreilles. Et que ça fait du bien, finalement, cette façon de retenir les choses. Et puis, quand on est mal, quand on éprouve une douleur, finalement, on ne peut pas la partager. Profondément, on ne peut pas la partager. Vraiment, c'est une entreprise solitaire. Et toute la première partie du livre, finalement, il est seul avec sa douleur. Il traverse les épreuves, des rendez-vous médicaux, et il est complètement perdu, à la merci, finalement. J'avais envie de raconter ça aussi quand on est voilà, avec une douleur, on est face à un inconnu qui devient la personne la plus importante de notre vie, un radiologue ou un médecin qui détient la vérité de notre vie, alors qu'on ne le connaissait pas une demi-heure avant. Et on est seul dans cette situation. Et donc lui, forcément, cette douleur, il va avoir peur aussi qu'elle soit liée à quelque chose de grave. On est tellement entouré de vies brisées et abîmées par la maladie. Et puis bon, il va se rendre compte parallèlement que comme beaucoup de gens qui ont mal au dos, c'est l'accumulation de... Ouais. Mais il faut savoir quoi. C'est d'où le polar, comme vous dites. D'où l'enquête. Je trouve que c'est super bien dit parce que tous ces non-dits, ils se retrouvent aussi typographiquement dans le roman. J'ai été vraiment frappée par le nombre de points de suspension qui s'y trouvent. Il y a des dialogues où on a une phrase, puis 3 petits points. Et ça, c'est quand j'ai pas d'inspiration. Pour remplir les pages, je me dis, tiens, 3 petits points, ça passe. Mais pas seulement parce que je trouve que ça définit vachement bien le personnage, qui n'est pas vraiment écrit. Il tâtonne, il est en hésitation, oui, il recherche. Il est défini typographiquement et visuellement par cet effacement de la parole. Ça montre qu'en fait, il est toujours dans la non-parole, dans le non-dit. Oui. C'est une belle description de sa personne. C'est très juste, ouais, dis donc, c'est très juste aussi parce que les 3 petits points, moi d'abord j'aime bien visuellement voir parfois on n'a pas toujours les réponses, c'est pas parce qu'on est dans un roman et qu'il y a un auteur derrière et qu'on va avoir la bonne réplique. Donc j'aime bien visuellement marquer voilà, les mots qui restent, l'incapacité à dire les bonnes choses au bon moment. De toute façon, on a toujours du retard sur les bons mots, sur ce qu'on aurait dû dire. Et donc j'aime bien le marquer ça aussi dans un roman. Et lui, c'est vraiment un des sujets, c'est vraiment une clé de sa quête. Je pense que s'il est mal, c'est qu'il n'est pas capable de mettre les bons mots sur les bonnes situations. Dans la vie amoureuse, d'ailleurs, c'est souvent le problème principal. C'est de ne pas être capable
de dire les bonnes choses au bon moment, on a plein de mots dans le dictionnaire, mais il faut savoir les piocher au bon moment et savoir les coller aux bonnes situations. Et lui, il est toujours en décalage. Et enfin, il va être capable de dire les choses, d'exprimer les choses, d'agir, par exemple avec ses parents, quand on est dans une fêlure affective, quand on est dans une blessure d'enfance, c'est très difficile d'arriver à rétablir finalement un équilibre. Et grâce à cette douleur, finalement, il va trouver enfin les bons mots. Ou en tout cas, il va être capable de se dire qu'il est capable d'accepter la situation telle qu'elle est. Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus simple finalement. C'est d'arrêter de tout faire pour que les choses aillent mieux. Il faut les accepter telles qu'elles sont. Là, je suis en train de comprendre une autre chose qui est très présente bon dans le roman, c'est il y a énormément... J'ai bien fait de venir alors. Bah oui, merci. Il y a un vrai jeu sur les expressions. Alors vous allez me dire avec le dos, bah forcément c'est facile, il y a en avoir plein le dos, agir sur le dos de quelqu'un, avoir bon dos. Mais en même temps, il y en a plein d'autres, il y a connaître par cœur, l'avoir sur le bout de la langue. Toutes ces expressions sont dans le roman. Dont une qui est en avoir le cœur net, qui a je crois, une très jolie petite définition, page 287, que je vous lis. Encore une expression que j'aime, en avoir le cœur net. Le cœur est toujours plein de broussailles, d'hésitations, d'incertitudes. Il faut alors le rendre net et immaculé pour ne pas laisser place à la moindre tache de regret. Est-ce que cette volonté de travailler sur les expressions, c'est l'idée que, ben voilà, on essaye de mettre les bons mots sur les bonnes situations? Et donc c'est encore cette recherche de l'expression juste? Parce qu'on est tout le temps dans la confusion, on n'est pas souvent on n'a pas toujours les bons mots, c'est exactement ça. Et moi j'adore m'arrêter sur les expressions, j'adore m'arrêter sur les mots, c'est vrai que j'adore, quand je l'écris je me dis en avoir le cœur net. Et ça veut dire que très souvent le cœur n'est pas net, comme il faut nettoyer, il faut en tout cas essayer de lutter contre le brouillard. La confusion, qui est quand même la plupart du temps la donnée principale de la vie affective. Et j'aime bien ces expressions. Je trouve que justement, très souvent quand j'écris, j'aime bien m'arrêter sur le... C'est la partie présente de l'auteur. C'est-à-dire que même si j'écris un roman, j'ai envie qu'on suive un personnage, j'aime bien être présent. Je m'amuse aussi avec des je m'arrête à un moment donné sur l'histoire des moutons qu'on compte avant de s'endormir. Et je me dis, tiens, mais c'est complètement dingue cette histoire. Je trouve ça fou qu'un jour, quelqu'un s'est réveillé en se disant, s'est endormi, ou a tenté de s'endormir, en se disant, tiens, ce soir, je vais compter les moutons. Peut-être qu'il avait pris de la drogue, ou je ne sais pas, mais en tout cas, et puis en plus, ce qui m'épate, c'est qu'il ait réussi à en faire un tube. Enfin, il a réussi à en faire un... Je ne sais pas comment il a contaminé tout le monde. Et donc, parfois sur des expressions ou sur des citations. Mais le travail sur la capacité à trouver des bons mots, ça, c'est vrai que c'est récurrent. C'est récurrent. Je dis à un moment donné qu'il vit à côté du dictionnaire. Et que c'est pas facile de vivre à côté du dictionnaire. Est-ce que, je sais que le roman n'est pas autobiographique parce qu'il ne me semble pas que vous ayez tous les problèmes, en tout cas je l'espère, que le personnage a vécu. Et pourtant, on sent que vous êtes là parce qu'il y a son amour immodéré pour Lennon, je pense qu'il y a le vôtre aussi, pour Cohen, pour Dostoïevski. Mais de rien, il y a pas mal de funkiness dans ce personnage, ne serait-ce que dans les notes infra, comme celle que je viens de lire. Tout à fait vrai aussi, même si c'est un roman, je peux pas évidemment dire que c'est ma vie, loin de là, c'est un personnage, ce sont des péripéties, mais d'abord il n'a pas de prénom et ça me permet d'être finalement en connivence avec lui. En le définissant, lui donnant un prénom, je l'aurais peut-être éloigné de moi. Et c'est une sorte de double, alors un double comique, un double lombaire, un double raté du dos, mais en même temps, oui, c'est vrai que je mets beaucoup... je me sens assez proche finalement dans les expressions, dans la façon d'exprimer les choses. C'est vrai que s'il parle de Lennon ou des choses comme ça, c'est personnel. Après, c'est toujours très très troublant de se rendre compte quand on a écrit un roman, voilà, de voir ce qui est personnel. C'est pas forcément ce qu'on pouvait croire initialement. Moi, je me suis rendu compte que ça fait des années, voilà, j'ai été gravement malade dans ma jeunesse. Ça fait des années que j'ai essayé j'ai tourné autour de ça. De la maladie, de renouer avec la vie. Et finalement, à travers toutes les premières pages du livre, j'ai exprimé des choses bien plus personnelles que j'avais pu faire dans d'autres livres. Tout en noyant tout ça
dans une épopée, parce que je me sens pas du tout proche profondément de cet homme-là. Et puis je mets aussi des angoisses, par exemple, dans les thèmes abordés, il y a le thème des enfants qui quittent le domicile, et que lui, il vit ça comme une fêlure. Évidemment, il est conscient que toute bonne éducation, c'est de pouvoir permettre à ses enfants de vivre d'une manière autonome, mais il le vit difficilement, parce que ses deux enfants sont partis coup sur coup, et c'est quelque chose qu'il ne gère pas du tout. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas souvent de ça. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais que je peux anticiper, moi. Là où je trouve que c'est très très chouette aussi, c'est dans cette façon que le narrateur a. En fait, le livre est optimiste. Parce qu'au départ, on se dit, punaise, le gars, il est hyper hypocondriaque, on lui demande de faire une IRM, il pense qu'il va mourir, ou quasi. Et puis finalement, il se rend compte que comme il est le créateur de sa propre maladie, en fait, il possède le mode d'emploi de sa guérison. Et c'est ça qui est vraiment très très chouette dans le roman, c'est que finalement, on se rend compte que si on souffre de petites choses qui nous font peur, eh ben, on se rend compte que bien souvent, on a nous-mêmes la propre clé pour le résoudre. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon. Enfin, Mais en tout cas, c'est un ça fait thème... plaisir, quoi. Ben, oui, enfin, si on trouve le remède, hein, parce que... Oui. mais c'est un thème qui m'intéressait. J'avais vu une interview de Bernard Giraudot qui disait se sentir responsable de son cancer. Ça m'avait beaucoup marqué. Évidemment, j'imagine que voilà, c'est loin d'être le cas de la majorité. Beaucoup sont frappés d'une manière hasardeuse et injuste par la maladie, mais lui, il avait cette sensation-là. Et je me suis dit, si on est capable de penser qu'on pourrait être à l'origine de notre maladie ou de notre douleur, ça voudrait dire qu'on est peut-être capable d'en trouver la résolution nous-mêmes. Et surtout pour une douleur qui est de toute façon liée à une zone tellement psychologique, psychosomatique. Et dans un premier temps, il va se rendre compte que quand même il a beaucoup de travail. Parce qu'il se rend compte qu'il pensait que tout allait bien. Et puis il ouvre les yeux et il se rend compte que finalement c'est une sorte de désastre un peu partout. Et donc il a des pistes dans tous les sens. Et il doit trouver. Mais c'est une assez belle idée ouais, de se dire qu'on pourrait être potentiellement capable de détenir la clé de ce qui nous encombre. On ne peut pas en faire une généralité évidemment, mais dans son cas précis, oui. À partir du moment où je crois que c'est le corps qui décide tout, et que c'est un livre sur la soumission à son corps, peut-être que l'esprit peut comment dire, rattraper ce retard. Alors, là, on parle beaucoup de maladies, on parle du mal de dos. C'est pas un livre que là-dessus. Enfin, si, bien sûr, c'est le sujet, mais en même temps, comme toujours avec Fonkinos, vous avez cette espèce de légèreté, de grâce. Et comme je sais que vous faites aussi du cinéma, je me demandais si vous considérez que vos romans ou votre style sont à la littérature, ce que la comédie serait au cinéma. Donc, un sujet qui peut être grave, mais qui est abordé avec une telle légèreté, une telle délicatesse que finalement, c'est assez enlevé. Oui, et en même temps, je trouve que dans un roman, c'est pas du tout le même rythme. C'est pas le même rythme de vie, c'est pas le même rapport en termes de temps. Et je pense que dans un roman, on a le temps d'aller dans la gravité, d'aller dans la profondeur, d'écrire. Pour moi, c'est pas... Je ne considérerais pas ce livre comme une comédie, même si j'ai très envie, et puis je vois les gens qui m'en parlent, voilà, ça reste quand même relativement risible, c'est une épopée un peu risible, mais dans un roman, on a vraiment le temps d'être aussi dans une forme de profondeur, comment dire, de sentiments, de degrés. On peut balayer une très grande palette d'émotions. Je trouve que le roman est parfois plus proche de la vie et de notre complexité que peut être le cinéma. Ou alors en tout cas au cinéma, pour être capable de faire ça, il faut un talent inouï. Les grands metteurs en scène comme Woody Allen dans Crimes et délits arrivent à faire des allers-retours permanents entre un humour d'une drôlerie dingue et subitement rattrapé par des questions existentielles. Mais bon, pas nombreux. Puisqu'on parle du rythme, avant de vous laisser la parole, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une méditation sur le temps, parce que la souffrance, enfin la maladie, c'est aussi attendre. Attendre qu'on vous reçoive chez le médecin après une attente de 5 heures, attendre un verdict, Oui. attendre plein de choses. Et lui, ce qu'il va faire, c'est aussi un travail sur la patience, parce que ça ne va pas se résoudre tout seul, il faut du temps, il faut qu'il revienne sur toutes sortes de choses. Et donc évidemment, c'est vraiment une méditation sur la temporalité. Oui.
Mais c'est étonnant parce que souvent je comprends mes livres après les avoir écrits, et même encore plus longtemps après. Mais il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus, il y a 2 semaines, je crois que j'ai fait un entretien et on parlait de ce thème-là, de la patience. Et j'avais jamais saisi, bon, c'est filmé, alors je ne devrais pas dire ce genre de truc un peu idiot, mais que j'avais jamais saisi le mot patient. Ah bah vous aussi, voilà. Bon, bah voilà. Non mais c'est vrai que quand on est malade, on devient un patient. Donc vous parlez de l'attente par rapport effectivement, et c'est vraiment toute la première partie sur la succession des rendez-vous médicaux, je souligne en permanence le caractère d'attente. Je parle des salles d'attente, où parfois on peut se remonter le moral de voir quelqu'un de moins bien portant que nous, et que comme si on était sur la ligne de départ de la guérison et chacun devait mesurer les capacités de l'autre. Et puis, j'aime bien parler, j'ai plusieurs pages comme ça sur les salles d'attente, enfin sur l'attente dans la maladie. Ouais. Il y a un truc très bizarre par exemple dans les salles d'attente, c'est que s'il y a une salle d'attente, c'est qu'on est souvent dans l'obligation d'attendre. On a rendez-vous, le médecin est rarement à l'heure. Le médecin a le droit d'avoir une salle d'attente. Mais bon, enfin nous on n'a pas le droit. Si je fais une conférence et je ne suis pas là à 18h, vous n'allez pas attendre, quoi. Vous serez déjà reparti, quoi, si j'arrive à 18h30. Bref. Mais par contre, très souvent, quand nous on est en retard, enfin le médecin est toujours en retard, sauf quand nous on est en retard. À chaque fois que moi je suis arrivé 10 minutes ou un quart d'heure dans un rendez-vous médical, le médecin était là en train de m'attendre en me regardant comme si c'était vraiment pas bien. J'avais bousillé sa journée. Après... Ça va Zouzou? Merci, c'est mon mari. Ah, vous voulez savoir à quelle heure vous rentrez? Oui. Bah oui. Désolée. Bah on va régler ça tous ensemble alors. Quelle heure est-il? On peut dire qu'il est 18h32, quelques questions, de signature au cas où. 19h30. Je sais pas où vous habitez, mais 30, 40 quoi. Vous habitez où? Uccle, c'est loin? Un peu. Bon, 20h. C'est marrant parce que le téléphone Je te laisse, de... je vais mettre au cabinet. Mon chou, elle l'appelle trop mignon. Le téléphone, là, quand il a sonné, c'était une chanson de Stevie Wonder. I Just Called to Say I Love You, ce qui est très mignon. On a tous repéré le romantisme de cette femme par rapport à cette sonnerie. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Happiness Therapy. Encore. Personne ne l'a vu? Vous avez des cinémas ici en Belgique? Vous l'avez pas vu ce film? Bon, bref. C'est assez marrant parce que le personnage vit un traumatisme dans sa vie très fort. Un traumatisme qui se passe au moment où il entend la chanson My Chérie Amour de Stevie Wonder. Et donc à chaque fois qu'il va mal, on entend la chanson et il est en panique totale. Et cette chanson est tellement belle, tellement joviale, tellement sensuelle, douce. Et lui, ça le rend fou. Et à chaque fois, il dit non, pas Stevie Wonder. Ça, c'est très funky. Bon, bref, non, mais c'est une idée qui est. Et la chanson est tellement bien choisie dans ce film par rapport à. C'est horrible de vivre un moment difficile dans sa vie et qu'il y ait une chanson qui passe à ce moment-là. Vous avez la bande-son de votre désastre. Oui. Et à chaque fois qu'il panique totalement. Et puis après, il l'entend même quand elle ne passe pas. Et à chaque fois qu'on sent que la musique vient dans le film, c'est qu'on se dit tiens, il est en train de déraper, il est en train de... Enfin bon, c'est un film que je vous conseille. C'était comment? Happiness Therapy. C'est un film qui a eu pas mal de Golden Globe et qui est nommé aux Oscars. Et c'est un film américain? C'est un film américain. Oui. Avec le bon Bradley Cooper. Et il a pas mal Jennifer Lawrence aussi. Chacun son truc. Ouais, il y a Bradley Cooper, il est formidable. Bonjour, vous venez d'arriver? Oui, on vient d'arriver. Bon, on va devoir... Eh ben, on va devoir vous laisser la On va parole. devoir Alors, répéter. est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Non, notre mais docteur? d'abord, juste pour résumer, on a dit des choses assez formidables. Bah oui, effectivement. Et, C'était assez intéressant. Je suis désolée. Je vais essayer de faire un petit... non? Ah, résumé?
Je propose qu'on applaudisse notre auteur pour avoir fait Et à bientôt à Bloc.